Et si vous découvriez qu'une simple photo de famille pouvait cacher la plus grande douleur d'une vie? En 1905, dans un vieux quartier ouvrier de Paris, une famille posa fièrement dans la cour de leur immeuble délabré. Quelques jours plus tôt, leur fils aîné avait disparu dans des circonstances tragiques, mais personne n'osa le dire devant l'objectif. Des décennies plus tard, ce cliché révéla un détail que personne n'avait remarqué, et qui changea à jamais la mémoire de cette famille. Restez avec moi. Je vais vous raconter cette histoire dramatise, inspirée de faits réels historiques. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Cela nous aide à faire vivre ces histoires et à donner une voix à toutes ces familles oubliées. Cette photo de 1905 cache un secret que personne n'a vu pendant 82 ans. Une famille ouvrière pose fièrement dans la cour d'un taudis parisien. Mais si vous regardez attentivement derrière eux, vous verrez ce qui manque. Et quand vous comprendrez ce que cette absence signifie, vous ne pourrez plus jamais oublier les Moreau. Le 23 avril 1905, à 15h27 précise, le photographe Armand Vautrin appuie sur le déclencheur de son appareil. Le flash illumine la cour sombre du 47 rue de Belleville. Dans 3 secondes, cette famille aura perdu à jamais ce qu'elle avait de plus précieux. Mais pour comprendre pourquoi la petite Margot sourit alors que sa mère pleure en silence, nous devons d'abord revenir 6 jours en arrière. Jean Moreau fixe le photographe avec une intensité troublante. Cet homme de 42 ans, ouvrier métallurgiste à la Compagnie des Forges et Aciéries, porte un paletot emprunté qui dissimule mal ses mains mutilées. 3 doigts écrasés par les machines, selon les registres de l'usine datés de 1903. À ses côtés, Clémence, 37 ans, serre les épaules comme si elle voulait disparaître. Les archives de la préfecture de police révèlent qu'elle travaille comme lavandière depuis l'âge de 12 ans. Ses mains, détruites par le savon de soude et l'eau glacée de la Seine, tremblent légèrement. Mais regardez leurs enfants. Louise, 11 ans, ses tresses serrées si fort qu'on devine la douleur sur son front. Henri, 9 ans, qui tient quelque chose sur ses genoux, un objet que le photographe n'a pas remarqué. Et la petite Margot, 5 ans, pieds nus sur le banc de bois, qui regarde vers la fenêtre ouverte derrière eux. Cette fenêtre où une curtine blanche flotte dans le vent d'avril. Cette fenêtre qui donne sur une chambre où dort habituellement quelqu'un d'autre. Les Moreau avaient 4 enfants. Le 4e n'est pas sur la photo. Émile, 14 ans, l'aîné de la famille, a été emmené 6 jours plus tôt par 2 gendarmes. Son crime? Avoir volé du charbon au dépôt ferroviaire de la Petite Ceinture pour chauffer ses frères et sœurs pendant l'hiver le plus froid depuis 20 ans. Les documents du tribunal pour enfants de la Seine, consultables aux archives nationales, confirment son arrestation le 17 avril 1905, à 6 heures du matin. Ce matin-là, Clémence préparait la soupe d'eau chaude qu'elle appelait café quand les coups ont retenti à la porte. Jean était déjà parti à l'usine. Louise berçait Margot qui avait encore mouillé son lit. Henri dormait dans le coin de la pièce qu'il partageait avec Émile, enroulé dans la seule couverture qu'il possédait. Quand les gendarmes sont entrés, Émile s'habillait pour aller chercher du travail au marché. Il n'a même pas eu le temps d'embrasser sa mère. Le voisinage de Belleville connaissait bien les Moreau. Madame Dubois, qui habitait l'étage au-dessus, écrira plus tard dans son journal intime que cette famille était maudite depuis le début. 2 bébés morts, avant Margot, enterrés au cimetière de Belleville dans la fosse commune. Les registres paroissiaux de Saint-Jean-Baptiste confirment ces décès. Pierre en 1898, Marie en 1900, tous 2 morts de malnutrition avant leur premier anniversaire. Mais revenons à cette photo. Quand M. Vautrin installe son appareil dans la cour, il ne sait rien de tout cela. Pour lui, c'est juste une autre famille pauvre qui veut un portrait à 5 francs, payable en 3 fois. Il demande à tout le monde de se rassembler, de sourire, de paraître heureux. C'est alors que Margot prononce les mots qui glacent le sang de sa mère. Elle demande, avec sa voix d'enfant qui ne comprend pas encore, « Où est Émile ?» Il faut attendre Émile. Le silence qui suit dure une éternité. Jean serre les poings si fort que ses articulations blanchissent. Clémence mord sa lèvre inférieure jusqu'au sang. Louise regarde le sol, comptant mentalement les pierres pour ne pas pleurer. Et Henri?
Henri fait quelque chose d'extraordinaire. Il court vers la chambre qu'il partageait avec son frère et revient avec le béret d'Émile. Il le pose sur ses genoux, comme si son frère était là, invisible mais présent. Le photographe, impatient, insiste pour prendre la photo. Le soleil va bientôt disparaître derrière les toits de Belleville. Dans 30 secondes, le flash va exploser et capturer à jamais cette famille incomplète. Mais d'abord, nous devons comprendre ce qui s'est vraiment passé 6 jours plus tôt, quand Émile a pris la décision qui allait détruire sa famille. Car, voyez-vous, Émile n'avait pas volé ce charbon par hasard. La nuit précédente, Margot toussait si fort que Clémence pensait qu'elle allait mourir comme les 2 autres. Henri grelottait de fièvre dans son coin. Louise crachait du sang dans un mouchoir qu'elle cachait sous son matelas. Et Jean, ivre de fatigue et de vin bon marché, avait crié sur Émile, l'avait traité d'inutile, de bouche supplémentaire à nourrir. Cette nuit-là, selon les témoignages recueillis 50 ans plus tard, auprès des survivants de la colonie agricole de Mettray, Émile avait pris sa décision. Il sortirait avant l'aube, irait au dépôt, prendrait juste assez de charbon pour une semaine, juste assez pour que ses frères et sœurs survivent à l'hiver. Il connaissait les risques. La loi du 5 août 1850 sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus était claire. Tout mineur surpris en flagrant délit de vol serait envoyé en colonie correctionnelle jusqu'à sa majorité. Mais Émile avait fait ses calculs. S'il réussissait, sa famille aurait chaud. S'il échouait, ce serait une bouche de moins à nourrir. Dans les 2 cas, pensait-il avec la logique terrible d'un enfant qui a grandi trop vite, sa famille s'en sortirait mieux. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son absence allait créer un vide que rien ne pourrait jamais combler. 6 mois avant cette photo, en octobre 1904, le docteur Paul Juillera publiait son rapport sur les conditions sanitaires des taudis de Belleville. Il décrivait des familles entassées dans des pièces humides où les rats disputaient aux enfants les restes de pain dur. Les Moreau vivaient exactement dans ces conditions, au 3e étage du 47 rue de Belleville, dans 2 pièces qui abritaient autrefois une seule famille de 3 personnes. Clémence se souvenait encore du jour où ils avaient emménagé en 1895. Jean venait d'obtenir son travail à l'usine. Il n'avait que Louise, bébé de quelques mois. L'appartement leur semblait immense alors. 10 ans plus tard, avec 4 enfants et 2 morts, chaque centimètre carré était disputé. Les enfants dormaient tête bêche sur 2 matelas posés à même le sol. Les rats couraient sur leurs pieds la nuit. Louise avait appris à dormir avec un bâton pour les chasser. Émile était différent des autres enfants du quartier. Madame Dubois, dans son journal retrouvé en 1987 lors de la démolition de l'immeuble, écrivait qu'il avait quelque chose d'un ange déchu. Il savait lire, chose rare pour un fils d'ouvrier. C'était le père Baptiste de l'église Saint-Jean-Baptiste qui lui avait appris, espérant en faire un enfant de cœur. Mais Émile préférait enseigner à son frère Henri, traçant des lettres avec du charbon sur les murs de leur chambre. Ces leçons secrètes se passaient la nuit, quand les parents dormaient. Émile murmurait les mots à l'oreille d'Henri. A pour avenir, B pour bonheur, C pour courage. Des mots qu'il n'avait jamais connus mais qu'Émile inventait pour son frère. Henri adorait ces moments. C'était leur secret, leur trésor. Même Louise ne savait pas qu'Henri commençait à déchiffrer les affiches dans la rue. La nuit du 16 avril 1905, celle qui précéda l'arrestation, fut particulièrement terrible. Jean était rentré de l'usine plus tard que d'habitude. L'odeur d'alcool bon marché l'accompagnait. Il avait bu pour oublier la douleur de ses doigts écrasés, pour oublier qu'il ne gagnait pas assez pour nourrir sa famille, pour oublier qu'il était devenu exactement ce que son propre père avait été. Un homme brisé par le travail. Clémence lavait le linge des bourgeois jusqu'à minuit. Ses mains saignaient, fendues par le froid et la soude. Ce soir-là, elle n'avait rapporté que 3 francs pour 2 jours de travail. Madame Richaud, sa principale cliente, avait retenu une partie de son salaire parce qu'une nappe avait une tache qui ne partait pas. Clémence savait que c'était injuste, mais que pouvait-elle dire? C'est dans cette atmosphère qu'éclata la dispute. Émile avait osé demander à son père pourquoi il dépensait l'argent en vin plutôt qu'en pain. Jean, humilié devant ses autres enfants,
avait explosé. Les mots qu'il prononça cette nuit-là, il les regretterait jusqu'à son dernier souffle. « Tu n'es qu'une bouche inutile. Si tu veux manger, va travailler au lieu de jouer au professeur avec ton frère. » Henri se souvenait de chaque mot. Dans une lettre envoyée du front en 1917, conservée aux archives de l'armée, il écrivait à sa sœur Louise que cette nuit-là, il avait vu quelque chose se briser dans les yeux d'Émile. Comme si son grand frère avait soudain compris quelque chose de terrible sur le monde. Émile n'avait rien répondu à son père. Il s'était juste tourné vers le mur et avait tracé un dernier mot avec son doigt sur la poussière. « Pardon ». Au matin du 17 avril, Émile se leva avant l'aube. Il embrassa doucement le front de Margot qui dormait, serra l'épaule d'Henri sans le réveiller, regarda longuement Louise qui faisait semblant de dormir. Elle savait qu'il partait faire quelque chose de dangereux. Elle aurait voulu le retenir, mais elle avait trop froid, trop faim, et elle savait qu'Émile avait raison. Il fallait du charbon ou Margot ne passerait pas la semaine. Le dépôt de la petite ceinture était à 20 minutes de marche. Émile connaissait les horaires des gardes. Entre 5h30 et 6h, il y avait une fenêtre de 15 minutes où le gardien de nuit partait et celui du jour n'était pas encore arrivé. Il avait observé ce manège pendant 3 semaines, préparant minutieusement son plan. Il ne prendrait que 2 sacs, juste assez pour une semaine de chaleur. Mais ce matin-là, le destin avait d'autres plans. L'inspecteur Gauthier de la police de Belleville avait reçu des plaintes concernant des vols répétés au dépôt. Il avait placé 2 hommes en surveillance cachée. Quand Émile escalada la grille, il l'attendait. Le rapport de police conservé aux archives de la préfecture décrit un garçon qui n'a pas résisté, qui a même semblé soulagé d'être arrêté. Ce que le rapport ne dit pas, c'est qu'Émile avait dans sa poche une lettre qu'il avait écrite pour sa mère. Cette lettre ne sera jamais remise à Clémence. Elle sera retrouvée 82 ans plus tard, lors de la rénovation de l'ancien commissariat de Belleville, dans une boîte d'effets personnels non réclamée. Émile y expliquait son plan, demandait pardon et promettait de revenir quand il serait majeur. Pendant ce temps, au 47 rue de Belleville, Clémence préparait le petit déjeuner, une soupe d'eau chaude avec quelques morceaux de pain de la veille. C'est Margot qui remarqua la première l'absence d'Émile. Elle demanda où était son grand frère qui lui racontait toujours des histoires. Clémence pensa d'abord qu'il était parti chercher du travail au marché, comme il le faisait souvent. Les coups à la porte arrivèrent à 6h15. 2 gendarmes, l'air grave. « Madame Moreau, votre fils Émile a été appréhendé en flagrant délit de vol. Il sera transféré aujourd'hui même à la colonie agricole de Maitret. Vous pourrez lui écrire dans 6 mois, s'il se comporte bien. » Clémence s'effondra. Henri comprit immédiatement ce qui s'était passé. Il courut vers le mur où Émile avait tracé ses lettres de charbon et commença à pleurer. Les voisins entendirent les cris. En quelques minutes, tout l'immeuble savait. Les Moreau avaient perdu leur fils aîné. Certains compatissaient, d'autres murmuraient que c'était prévisible, que ces enfants de pauvres finissaient toujours mal. Madame Dubois descendit avec un morceau de pain et un peu de café véritable, un luxe qu'elle réservait aux grandes occasions. Elle serra Clémence dans ses bras pendant que les enfants regardaient, perdus. Les 6 jours qui suivirent l'arrestation d'Émile furent les plus longs de la vie des Moreau. Jean ne parlait plus. Il partait à l'usine avant l'aube et rentrait après minuit, acceptant toutes les heures supplémentaires possibles. Non pas pour l'argent, mais pour ne pas affronter le regard de sa femme, pour ne pas voir la place vide d'Émile à table, pour ne pas entendre Margot demander quand son grand frère reviendrait. Clémence, elle, se transformait. La femme douce et résignée devenait une lionne blessée. Elle avait décidé de se battre. Le 19 avril, elle se rendit au bureau du juge pour enfants, rue du Pont-Neuf. Les archives du tribunal conservent encore sa déposition, écrite de la main d'un greffier qui nota dans la marge. Mère désespérée, argument cohérent mais inutile selon la loi. Elle expliqua que son fils avait volé par amour, pas par vice, que le charbon était pour ses frères et sœurs malades, que c'était un bon garçon qui savait lire et écrire, qui aidait les plus jeunes, qui n'avait jamais causé de problème. Le juge Martineau, connu pour sa sévérité envers les enfants des classes populaires,
ne leva même pas les yeux de ses dossiers. La loi est claire, madame. Vol avec effraction. Colonie correctionnelle jusqu'à 21 ans. Suivant. Mais Clémence ne renonçait pas. Le 20 avril, elle emprunta 5 francs à madame Dubois et prit le train pour Mettray, où se trouvait la colonie. Le voyage dura 4 heures dans un wagon de 3e classe bondé. Elle serrait dans ses mains un paquet contenant du pain, un morceau de fromage qu'elle avait économisé, et le béret d'Émile qu'Henri avait insisté pour qu'elle emporte. La colonie agricole de Mettray était un enfer déguisé en institution éducative. Les registres officiels parlaient de réhabilitation par le travail agricole. La réalité documentée dans les témoignages d'anciens pensionnaires recueillis dans les années 1950 était tout autre. Les enfants travaillaient 12 heures par jour dans les champs, dormaient dans des dortoirs glacés, subissaient des punitions corporelles pour la moindre infraction. Quand Clémence arriva aux grilles de la colonie, le gardien la regarda avec pitié. Une autre mère qui venait pleurer son fils. Il consulta son registre. Moreau, Émile. Arrivé il y a 3 jours. Actuellement en cellule d'isolement pour tentative d'évasion. Aucune visite autorisée pendant la période disciplinaire. Revenez dans 3 mois peut-être. Clémence supplia, pleura, offrit les 5 francs qu'il lui restait. Rien n'y fit. Elle resta devant les grilles pendant 2 heures, espérant apercevoir son fils. Finalement, un surveillant eut pitié d'elle et accepta de transmettre le paquet. Il promit de dire à Émile que sa mère était venue. Cette promesse, nous le savons par les archives, ne fut jamais tenue. Le pain et le fromage furent mangés par les surveillants. Le béret fut jeté aux ordures. Pendant ce temps, à Paris, la vie continuait aux 47 rue de Belleville. Henri avait pris la place d'Émile sur le matelas. Il serrait contre lui le dernier morceau de charbon qu'avait touché son frère, celui avec lequel il écrivait sur les murs. Louise toussait de plus en plus fort. Le docteur Moreau du dispensaire, dans son rapport médical daté du 21 avril 1905, nota « tuberculose pulmonaire au stade initial, pronostic réservé sans amélioration des conditions de vie ». Louise savait qu'elle était malade. Elle cachait les mouchoirs tachés de sang sous une latte du plancher. Elle ne voulait pas ajouter à la peine de ses parents. Le soir, elle chantait pour Margot, des berceuses que leur mère chantait avant, quand ils étaient plus heureux. Sa voix se brisait parfois, mais elle continuait, parce que Margot ne pouvait s'endormir qu'avec ses chansons. Le 22 avril, veille de la photographie, un événement étrange se produisit. Un homme bien habillé se présenta au taudis. C'était Armand Vautrin, le photographe. Il avait entendu parler des malheurs de la famille Moreau par madame Dubois, qui était sa cousine éloignée. Il proposa de faire un portrait de famille gratuitement. Pour qu'ils aient un souvenir d'eux tous ensemble, dit-il. Même si l'aîné n'est plus là. Jean refusa d'abord. Nous ne sommes pas des objets de pitié, grogna-t-il. Mais Clémence le supplia. Elle avait compris quelque chose que son mari refusait de voir. Leur famille était en train de se désintégrer. Louise était malade, Margot dépérissait, Henri devenait sauvage et volait de la nourriture aux voisins. Cette photo serait peut-être la dernière chance de capturer ce qu'il restait de leur famille. C'est Henri qui convainquit finalement son père. « Papa, dit-il avec ses 9 ans de sagesse précoce, Émile voudrait qu'on soit sur une photo, pour qu'il puisse nous voir quand il reviendra. » Jean regarda son fils, vit dans ses yeux la même détermination qu'Émile, et accepta. La photo serait prise le lendemain, dimanche 23 avril, jour de repos. Cette nuit du 22 avril fut particulière. Pour la première fois depuis l'arrestation, la famille se réunit autour de la table. Clémence avait réussi à obtenir un peu de viande du boucher, en échange de la promesse de laver son linge gratuitement pendant 1 mois. Ils mangèrent en silence, mais c'était un silence différent, presque paisible, comme s'ils avaient accepté leur sort. Après le repas, Jean fit quelque chose d'extraordinaire. Il sortit de sa poche une petite boîte en fer blanc. À l'intérieur, 3 pièces d'1 franc. L'argent qu'il économisait depuis 3 ans pour acheter des chaussures à Margot. Il le posa sur la table. « Demain, après la photo, on ira au parc des Buttes-Chaumont. On achètera des gaufres, comme une vraie famille du dimanche. » Margot applaudit. Louise sourit malgré la douleur dans sa poitrine.
Henri serra la main de son père, un geste d'homme qu'Émile lui avait appris. Clémence pleura silencieusement, des larmes de gratitude pour ce moment de grâce au milieu du chaos. Personne ne savait que dans moins de 24 heures, cette photo qu'ils s'apprêtaient à prendre deviendrait le symbole de tout ce qu'ils avaient perdu. Le matin du 23 avril arriva avec un soleil inhabituel pour la saison. Clémence lava et repassa leurs meilleurs vêtements, ceux qu'ils gardaient pour la messe de Pâques. Jean emprunta un paletot à Monsieur Martin, le concierge. Louise tressa les cheveux de Margot avec une patience infinie, malgré ses mains qui tremblèrent de fièvre. Henri polit ses chaussures trouées avec de la suie, pour qu'elles brillent un peu. À 15 heures, Monsieur Vautrin arriva avec son équipement, l'appareil photographique sur trépied, les plaques de verre, le tissu noir, le flash au magnésium. Les enfants du quartier se rassemblèrent pour regarder. Une photo était un événement rare rue de Belleville. Les Moreau descendirent dans la cour, marchant avec une dignité forcée, conscients d'être observés. Vautrin les plaça soigneusement. Jean debout, Clémence assise sur une chaise, les enfants autour. Il recula, ajusta son objectif, vérifia la lumière. C'est alors qu'il prononça les mots fatidiques. « Allez, toute la famille ensemble. » Un beau sourire. C'est l'instant où Margot, avec son innocence d'enfant, détruisit la fragile façade que ses parents avaient construite. « Attendez. Il faut attendre Émile. Il va arriver. » Le silence qui suivit les mots de Margot dura une éternité. Les voisins qui regardaient depuis leur fenêtre retinrent leur souffle. Madame Dubois porta la main à sa bouche. Monsieur Martin, le concierge, baissa les yeux. Tous savaient. Tous sauf Margot, qui continuait de regarder vers la porte de la rue, attendant que son grand frère apparaisse en courant, comme il le faisait toujours quand elle l'appelait. Jean serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. La douleur physique était plus supportable que celle qui lui déchirait le cœur. Clémence mordit sa lèvre inférieure jusqu'au sang, le goût métallique se mêlant à ses larmes silencieuses. Louise prit la main de Margot, la serra doucement, et murmura « Émile est déjà là, Margot. Tu ne le vois pas, mais il est là. » C'est Henri qui sauva le moment. Sans un mot, il courut vers l'escalier, monta les marches 4 à 4 et disparut dans l'appartement. On entendit ses pas précipités, le grincement d'une porte, puis il redescendit, tenant quelque chose serré contre sa poitrine. C'était le béret d'Émile, celui qu'il portait toujours, celui que Clémence avait voulu lui apporter à Maitret. Henri s'assit sur le petit banc de bois et posa délicatement le béret sur ses genoux. Ses mains tremblaient légèrement quand il le lissa, comme s'il caressait les cheveux de son frère absent. Il leva les yeux vers sa mère et dit simplement « Maintenant, on est tous là. » Le photographe, troublé par cette scène qu'il ne comprenait pas complètement, ajusta nerveusement son appareil. Monsieur Vautrin regarda la famille à travers son objectif. Ce qu'il vit le marqua pour le reste de sa vie. Plus tard, dans ses notes personnelles conservées au musée Carnavalet, il écrirait « J'ai photographié des centaines de familles, mais jamais je n'avais vu autant de douleur et d'amour mélangés dans un seul cadre. Derrière eux, cette fenêtre ouverte semblait aspirer toute la lumière, comme un trou noir dans leur vie. Il allait appuyer sur le déclencheur quand un mouvement attira son attention. Un pigeon venait d'entrer par la fenêtre ouverte derrière la famille. L'oiseau se posa sur le rebord, roucoulant doucement. Margot se retourna, le vit, et son visage s'illumina. « C'est Émile !» cria-t-elle. « Il est revenu en oiseau pour la photo !» Elle souriait maintenant, un vrai sourire d'enfant qui croit au miracle. Les autres membres de la famille regardèrent le pigeon. Pour un instant suspendu dans le temps, ils voulurent tous y croire. Jean pensa au pigeon voyageur qu'Émile adorait regarder sur les toits. Clémence se souvint qu'Émile disait toujours que s'il pouvait voler, il emmènerait toute la famille loin de Belleville. Louise toussa, couvrant sa bouche, mais ses yeux brillaient de larmes. Henri serra plus fort le béret. Le flash explosa. La lumière du magnésium illumina la cour pendant une fraction de seconde, gravant à jamais cette famille brisée sur la plaque de verre. Au moment exact où le flash se déclenchait, Clémence laissa échapper un sanglot qu'elle essayait de retenir depuis 6 jours. Jean ferma les yeux, incapable de faire face à l'objectif. Louise regardait ses pieds,
ses épaules secouées par une quinte de toux. Henri fixait le béret comme s'il pouvait y voir le visage de son frère. Seule Margot souriait, regardant le pigeon qu'elle prenait pour son frère. La photo était prise. Ce qui devait être un moment de fierté familiale était devenu la documentation de leur désintégration. Vautrin, mal à l'aise, promit de revenir dans 3 jours avec le tirage. Il rangea rapidement son matériel et partit, laissant la famille Moreau debout dans la cour, figée comme si le flash les avait transformés en statues. C'est Margot qui brisa le charme. Elle courut vers la fenêtre où le pigeon s'était posé, tendant ses petits bras. « Émile, reviens! Ne pars pas encore !» Mais l'oiseau s'était déjà envolé, disparaissant dans le ciel gris de Paris. Margot se mit à pleurer, de vrais sanglots d'enfant qui vient de perdre quelque chose de précieux. Clémence la prit dans ses bras, la berça doucement, murmurant des mots de réconfort qu'elle-même ne croyait plus. Jean monta sans un mot dans l'appartement. On entendit le bruit d'une bouteille qu'on débouche, puis plus rien. Il ne redescendrait pas de la journée. Les 3 pièces qu'il avait économisées restèrent sur la table. Il n'y aurait pas de sortie au parc des Buttes-Chaumont, pas de gaufres, pas de dimanche en famille. Il n'y aurait plus jamais de dimanche en famille complète. Louise aida sa mère à remonter Margot qui pleurait toujours. Dans l'escalier, elle eut une violente quinte de toux. Le mouchoir qu'elle porta à sa bouche se teinta de rouge. Cette fois, elle ne put le cacher. Clémence vit le sang, comprit immédiatement. Sa fille aînée était en train de mourir. Un enfant en prison, un autre condamné par la maladie. La photo qu'ils venaient de prendre serait peut-être la dernière avec Louise. Henri resta seul dans la cour, tenant toujours le béret d'Émile. Il regardait la fenêtre ouverte, celle qui donnait sur la chambre qu'il avait partagée avec son frère. Il se souvenait de leurs leçons nocturnes, des lettres tracées au charbon, des histoires qu'Émile inventait pour lui faire oublier la faim. Il se leva lentement, monta les escaliers, entra dans la chambre vide. Sur le mur, les lettres qu'Émile avait tracées étaient encore visibles. A pour avenir, B pour bonheur, C pour courage. Henri prit le morceau de charbon qu'il gardait comme un trésor et ajouta une ligne. D pour disparu, E pour Émile, F pour famille. Puis il s'assit sur le matelas et pleura toutes les larmes que son corps d'enfant pouvait produire. 3 jours plus tard, Monsieur Vautrin revint avec la photographie. Il avait fait 2 tirages, un pour la famille, un qu'il garda dans ses archives. Clémence regarda longuement l'image. On y voyait sa famille, mais ce n'était pas sa famille. C'était le fantôme de ce qu'ils avaient été, l'ombre de ce qu'ils auraient pu devenir. Elle accrocha la photo au mur, à côté du crucifix. Chaque jour, elle la regarderait et se souviendrait. Le 30 avril, une semaine après la photo, Clémence reçut une lettre officielle de la colonie de Mettray. Le directeur l'informait qu'Émile avait tenté une nouvelle évasion et avait été placé en isolement strict pour 3 mois. Aucune correspondance autorisée, aucune visite possible avant l'automne. Le règlement était formel. Clémence plia soigneusement la lettre et la glissa derrière la photographie. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne saurait jamais, c'est qu'Émile était déjà malade. La cellule d'isolement était humide et froide. Il toussait depuis 3 jours. La pneumonie progressait rapidement. Les registres médicaux de la colonie, consultables aux archives départementales, montrent qu'un médecin fut appelé le 2 mai. Diagnostic, pneumonie aiguë. Pronostic, réservé. Aucune famille ne fut prévenue. Le 15 mai 1905, Émile Moreau mourut seul dans sa cellule d'isolement à la colonie de Mettray. Il avait 14 ans et 3 mois. Les registres officiels mentionnent une pneumonie foudroyante, aggravée par la malnutrition et les conditions de détention. Son corps fut enterré dans le cimetière de la colonie, dans la section réservée aux pensionnaires sans famille. Une croix de bois portant simplement le numéro 847. Pas même son nom. La famille Moreau ne l'apprit que 6 mois plus tard, en novembre, quand Clémence écrivit pour demander des nouvelles. La réponse du directeur fut brève et administrative. Nous avons le regret de vous informer que le mineur Émile Moreau est décédé le 15 mai dernier des suites d'une maladie pulmonaire. Ses effets personnels peuvent être récupérés contre remboursement des frais de transport. 20 francs.
Clémence s'effondra en lisant la lettre. Jean, qui rentrait de l'usine, la trouva inconsciente sur le sol, la lettre serrée contre sa poitrine. Quand elle reprit connaissance, elle ne dit qu'un mot. Mort. Henri, qui faisait ses devoirs avec le charbon sur le mur, comprit immédiatement. Il prit le béret d'Émile qu'il gardait toujours près de lui et le serra si fort que ses jointures blanchirent. Louise, de plus en plus faible, pleura en silence. Margot demanda si Émile était devenu un ange. Personne ne lui répondit. Les 20 francs pour récupérer les affaires d'Émile étaient une fortune pour les Moreau. Jean travaillait 15 heures par jour, mais gagnait à peine de quoi payer le loyer et acheter du pain. Clémence lavait le linge jusqu'à ce que ses mains ne soient plus que plaies ouvertes. Il leur fallut 3 mois pour économiser la somme. En février 1906, un colis arriva de Mettray. À l'intérieur, les maigres possessions d'Émile. Une chemise rapiécée, un pantalon trop court, une paire de sabots usés et une petite boîte en fer. Dans la boîte, soigneusement pliée, un morceau de papier. C'était une lettre qu'Émile avait écrite la veille de sa mort, sachant qu'il ne survivrait pas. Les surveillants l'avaient trouvée sous son matelas et, dans un rare geste d'humanité, l'avaient jointe à ses affaires. La lettre disait « Chère maman, cher papa, chers frères et sœurs, je sais que je ne vous reverrai pas. Je tousse du sang comme Louise. Dites-lui que ce n'est pas si terrible à la fin. On a juste froid, puis on n'a plus froid du tout. Henri, continue d'apprendre à lire. Les mots sont la seule chose qu'on ne peut pas nous enlever. Margot, reste souriante. Louise, chante toujours. Papa, je sais que tu m'aimais même si les mots étaient durs. Maman, ce n'est pas ta faute. C'est la vie qui est ainsi faite pour les gens comme nous. J'ai gardé un morceau de pain pour vous, mais il ne me laisse pas le garder. Je vous aime. Émile. Cette lettre devint le trésor le plus précieux de la famille. Clémence la lisait chaque soir avant de dormir. Jean, qui avait arrêté de boire le jour où il avait appris la mort de son fils, la recopiait parfois, traçant maladroitement les lettres pour ne pas oublier. Henri apprit par cœur chaque mot et les récitait comme une prière. Louise la garda contre son cœur le jour où la tuberculose l'emporta, le 3 mars 1907. Elle avait 13 ans. La photo de famille prise le 23 avril 1905 resta accrochée au mur du taudis de Belleville. Chaque personne qui la regardait voyait quelque chose de différent. Les voisins y voyaient une famille maudite. Les enfants du quartier y voyaient un mystère. Madame Dubois y voyait la preuve que même les pauvres pouvaient avoir de la dignité. Mais pour les Moreau, c'était autre chose. C'était le moment exact où leur famille s'était brisée, figée pour l'éternité. En 1914, Henri fut mobilisé pour la Grande Guerre. Il avait 18 ans. Avant de partir, il prit la photo et la glissa dans sa poche. Au dos, il écrivit au crayon « Émile manque, Louise manque ». Bientôt, je manquerai aussi. Il survécut miraculeusement aux tranchées de Verdun, mais fut gazé à la 2e bataille de la Marne en juillet 1918. Dans sa poche, on trouva la photo, tachée de boue et de sang. Il l'avait annotée une dernière fois. « Faltamos nos doigts. Il nous manque tous les deux. » Margot survécut à tous ses frères et sœurs, mais succomba à la grippe espagnole en novembre 1918. Elle avait 18 ans, fiancée à un jeune ouvrier du quartier. Dans ses derniers délires de fièvre, elle appelait Émile, demandant s'il était toujours un pigeon, s'il viendrait la chercher pour l'emmener voler au-dessus de Paris. Elle mourut en souriant, persuadée de voir son frère l'attendre de l'autre côté. Jean mourut en 1920 d'un accident à l'usine. Une poutre mal fixée lui tomba dessus. Ses collègues racontèrent qu'il eut le temps de murmurer « Enfin ». Clémence lui survécut jusqu'en 1925, seule dans le taudis de Belleville, entourée des fantômes de sa famille. Elle continuait de laver le linge, ses mains détruites témoignant de 50 ans de labeur. Le jour de sa mort, elle tenait la photo contre elle. Le taudis du 47 rue de Belleville fut démoli en 1972. Lors des travaux, les ouvriers trouvèrent, cachée dans un mur, une boîte en fer contenant la photo originale et toutes les lettres de la famille. La découverte fut remise aux archives de Paris. C'est là qu'en 1987,
Une historienne nommée Marie Delacroix, préparant une thèse sur les conditions de vie ouvrière dans le Paris de la Belle Époque, tomba sur ces documents. Mais la vraie découverte vint quand elle examina de près la photographie avec une loupe. Dans la fenêtre ouverte derrière la famille, presque invisible à l'œil nu, on pouvait distinguer une silhouette. Quelqu'un regardait depuis la chambre vide. L'analyse technique révéla qu'il ne s'agissait pas d'une personne mais d'un jeu d'ombre et de lumière créé par le rideau. Pourtant, la forme évoquait étrangement celle d'un adolescent. Marie Delacroix retrouva d'autres documents. Dans les archives de Maitret, elle découvrit que la veille de sa mort, Émile avait confié à un codétenu qu'il avait rêvé de sa famille, posant pour une photo. Il avait décrit exactement la scène. Son père en paletot emprunté, sa mère essayant de ne pas pleurer, Henri tenant son béret, Louise toussant, Margot souriant. Comment pouvait-il savoir? Le mystère ne fut jamais résolu. Aujourd'hui, au 47 rue de Belleville, se dresse un immeuble moderne. Au rez-de-chaussée, une plaque commémore les familles ouvrières qui vécurent dans les taudis démolis. Peu de gens la remarquent. Mais parfois, un historien incurieux, ou simplement quelqu'un qui connaît l'histoire s'arrête et regarde vers le 3e étage, là où se trouvait l'appartement des Moreau. La photographie originale est conservée au musée Carnavalet, dans la section consacrée au Paris populaire du début du XXe siècle. Le cartel indique simplement « Famille Moreau, Belleville, 1905, portrait de famille ouvrière, dont Marie Delacroix, 1987. » Les visiteurs passent souvent sans s'arrêter, pressés de voir des œuvres plus célèbres. Mais ceux qui prennent le temps de regarder voient tous la même chose. Une famille qui sourit malgré la tristesse, et derrière eux, une fenêtre ouverte sur le vide. L'histoire des Moreau nous enseigne que parfois, ce qui manque dans une photo dit plus que ce qui y figure, que l'absence peut être plus présente que la présence elle-même, que l'amour survit même quand ceux qu'on aime disparaissent, et que certaines photos ne capturent pas seulement un moment, mais l'essence même de la condition humaine, notre capacité à sourire même quand notre cœur se brise, à espérer même quand tout semble perdu, à aimer même quand l'amour ne peut plus rien sauver. Si vous regardez attentivement la photo des Moreau, vous verrez tout cela. Vous verrez une famille détruite par la pauvreté et l'injustice, mais unie par un amour que même la mort n'a pu briser. Vous verrez des enfants qui ont grandi trop vite, des parents qui ont tout donné et tout perdu. Vous verrez Émile dans l'espace vide, dans le béret sur les genoux d'Henri, dans les larmes cachées de sa mère, dans le sourire innocent de Margot qui croyait encore au miracle. Cette photo existe toujours. Elle attend dans les archives du musée que quelqu'un vienne la regarder, vraiment la regarder, et comprenne que derrière chaque image se cache une histoire. Et que parfois, les histoires les plus importantes sont celles des gens ordinaires qui ont vécu, aimé, et disparu sans laisser d'autres traces qu'une photo jaunie et quelques lettres oubliées. Les Moreau étaient de ces gens-là. Leur histoire mérite d'être racontée, d'être connue, d'être pleurée. Car en pleurant leur histoire, nous pleurons toutes les familles brisées par l'injustice, tous les enfants perdus trop tôt, tous les amours qui n'ont pas suffi à sauver ceux qu'on aimait. La prochaine fois que vous verrez une vieille photo de famille, regardez bien. Regardez ce qui manque. Regardez les espaces vides. C'est là que se cachent les vraies histoires, celles qui nous rappellent que derrière chaque sourire figé, il y a eu de vraies larmes, de vrais rires, de vraies vies. Les Moreau ont vécu, ils ont aimé, ils ont souffert, ils ont disparu. Mais grâce à cette photo, ils continuent d'exister, de nous émouvoir, de nous enseigner que même dans la plus grande obscurité, l'amour trouve toujours un moyen de briller. Même si ce n'est que le temps d'un flash. Cette histoire fictionnelle, dramatisée mais inspirée de réalités sociales du Paris ouvrier du début du XXe siècle, nous rappelle que parfois l'absence en dit plus que la présence. La photographie des Moreau ne montre pas seulement une famille brisée, mais la force de l'amour qui tente de survivre dans l'injustice et la misère. Elle nous enseigne que même dans l'ombre la plus profonde, la dignité et l'humanité peuvent encore éclairer une existence. Et vous, qu'auriez-vous ressenti à la place de Clémence en voyant vos enfants souffrir?
Que signifie pour vous l'absence dans une photo de famille? Quels souvenirs de vos propres ancêtres vous reviennent quand vous regardez de vieilles images? Écrivez dans les commentaires le mot « espoir » pour montrer que vous êtes resté jusqu'au bout. Dites-nous aussi de quelle ville vous écoutez cette histoire. Et si vous le souhaitez, partagez un récit de famille ou une anecdote des temps anciens. Peut-être pourra-t-elle inspirer une prochaine narration. Merci de faire partie de cette communauté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche de notification, de partager cette histoire et de cliquer sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran.